Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Le 1er décembre, François Hollande a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections pour les présidentielles de 2017. Un choc dans la société politique, puisque tout le monde pensait qu'il allait se représenter. Ça a encore montré que les statistiques et les grands pronostics se sont totalement ratés. Au-delà de ça, on peut interpréter cette non-représentation comme la conséquence d'un bilan plutôt mitigé, voire quasiment mauvais. Or, la critique semble assez facile. Est-ce vraiment le cas? Beaucoup des opposants, tant de droite ou de gauche, dénoncent un bilan calamiteux. Est-ce vrai? Est-ce correct de dire que ce bilan est si mauvais? Alors, je propose d'analyser ce bilan et d'analyser les grandes réformes qu'il a entreprises, tant en positif qu'en négatif. Parce qu'il ne faut pas oublier, le bilan de François Hollande a quand même des points positifs. Alors d'abord, en point positif, je voudrais citer la grande réforme du quinquennat de Hollande et qu'il faut lui reconnaître, c'est la loi du 17 mai, du 17 mai 2013, qui autorise le mariage homosexuel. Donc, une loi qui était très attendue par son électorat, puisque c'était un des piliers de sa campagne en 2012. Cette réforme, ce choc sociétal, puisque cette loi a poussé beaucoup de personnes dans la rue, notamment les partisans de la Manif pour tous, mais qui était très attendue et qui surtout était bien vue par la population. Et je pense c'est cette loi, ce projet de loi, et qui a été mené à bien, qui a participé à l'élection d'Hollande, notamment justement dans le recueil des voix du mouvement LGBT. Alors, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à François Hollande et du coup à sa ministre Christiane Taubira, qui a porté le projet. Et Christiane Taubira d'ailleurs s'est battue aux côtés de Hollande pour pouvoir mener à bien ce projet et a dû faire face à des difficultés qui ont été plutôt monstrueuses. La droite, l'extrême droite et les gens de la Manif pour tous l'ont pas mal cassé et lui ont pas mal mis des bâtons dans les roues. Il n'en est pas moins que cette réforme est un véritable atout et un vrai progrès dans la société française en tout cas. Donc c'est une loi qui autorise le mariage entre personnes de même sexe, les homosexuels. Et ça a été mené à bien. Maintenant, les articles du Code civil ont été changés, les articles 160 et suivants du Code civil ont été modifiés. Et j'ai envie de dire, maintenant, elle a encore des difficultés à être appliquée, notamment dans les mairies qui sont encore, je vais dire, assez réactionnaires. Il y a encore des mairies qui refusent, des maires plutôt, qui refusent de célébrer les mariages gays. C'est triste, c'est dommage, parce qu'on va dire que c'est une faiblesse du texte de loi, mais qui est, j'ai envie de dire, compensée par les instances judiciaires, enfin plutôt administratives, qui font de leur mieux pour faire appliquer cette loi. Donc, un des points positifs du quinquennat de Hollande. Un second point positif et qu'il faut souligner, c'est la grande réforme des régions, qui fait passer le nombre de régions de 22 à 13. Alors, qu'est-ce qu'a apporté cette loi? Au niveau de l'économie du pays,
ça reste quand même quelque chose de plus positif parce que ça dynamise les régions. Et faut savoir que au niveau européen, la France était un des pays qui comptait le plus de régions. Pourtant, ce n'est pas le territoire le plus vaste d'Europe. Pourquoi cette politique a été menée? Bah, c'est justement pour s'aligner sur les pays de l'Europe qui comptent des régions assez vastes, notamment s'aligner sur les régions allemandes, les Landers allemands, qui représentent quand même une forte zone de dynamisme. Alors, niveau administratif, ça reste quand même une petite révolution parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui date du général de Gaulle, qui a été refusé par les Français par un référendum. Je pense un référendum punitif, puisque les Français à l'époque où le général voulait faire passer cette réforme étaient hostiles au général. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle les Français ont rejeté ce référendum. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas de cette réforme, mais plutôt qu'ils étaient contre la personne politique qui l'a portée. Aujourd'hui, le président Hollande l'a fait passer, et je pense que c'est une bonne chose. Ça réorganise à la fois le territoire, et ça réorganise à la fois l'administration qui était pas mal complexe. Le point noir quand même de cette loi, de ce grand projet de réforme, c'est que au niveau local, au niveau très local, hein, on est peut-être, on perd un peu de démocratie locale, je dirais, puisque à terme, cette loi veut supprimer les conseils départementaux. Bon, est-ce une mauvaise chose? Est-ce une bonne chose? Seul l'avenir nous le dira. Maintenant, moi je suis plutôt optimiste sur cette loi puisque, on va dire, ça réorganise et simplifie un peu l'action administrative qui était quand même assez fouillie. Maintenant, je vais aborder un sujet, on va dire, assez sensible, ce qui est la loi Macron. Alors la loi Macron a été très contestée, et elle est très contestable puisqu'elle impacte très peu l'économie de la France et participe quand même à une certaine forme de perte de droits sociaux importants. Je vais dire, des points positifs concerne la justice et qui a réorganisé ce point-ci en fait, a réorganisé la compétence territoriale des barreaux en France. La loi donne plus de pouvoir, enfin étend les compétences des petits barreaux. Euh, les petits barreaux. Donc, je vais prendre par exemple celui que je connais le plus. J'ai l'exemple de Saint-Étienne qui aura une zone d'application plus large. Alors, les grands barreaux comme celui de Paris, celui de Lyon s'en plaignent parce que justement ça va limiter un peu plus leurs compétences. Est-ce que c'est un excès d'orgueil? Pour moi, un peu quand même, parce que niveau proximité, ceux qui habitent à des frontières départementales, mais qui sont plus proches d'une préfecture que d'une autre, et qui sont obligés d'aller dans la préfecture la plus éloignée pour pouvoir se présenter à un jugement, c'est un désavantage. C'est un désavantage clair. Donc, je pense qu'on aura un peu plus d'équilibre dans la justice. Je vous rassure, c'est le seul point de positif que je reconnais à la loi Macron. Donc maintenant, transition toute faite, les points négatifs. Et là, j'ai envie de dire, c'est ce qui a été le plus évoqué par les opposants politiques. Alors, déjà, numéro 1, la loi El Khomri, qui est une aberration. Vraiment une aberration pour un président dit de gauche. On va dire, faut nuancer cette critique. Faut nuancer cette critique parce que la loi El Khomri, comparée à toutes les autres lois qui sont proposées par la droite, c'est un soupçon de libéralisme. Vraiment, c'est un soupçon de libéralisme. Si on compare par exemple la loi El Khomri aux lois que projette d'appliquer François Fillon, c'est de l'amateurisme. Vraiment, c'est de l'amateurisme. Je ne donne pas de crédit à la loi El Khomri, mais je tiens quand même à prévenir.
ce qui peut arriver post-2017 pourrait être bien pire. Maintenant, le gros point négatif de la loi El Khomri, c'est qu'elle a fait sauter un verrou, celui de l'ultralibéralisme. Puisque maintenant, les gens de droite se sont dit, si un gouvernement de gauche autorise une telle loi, bah nous, on peut y aller. Hein. Et donc, c'est une porte d'entrée vers une casse totale et absolue de tous les droits sociaux salariales. Parce que oui, il faut savoir que déjà, beaucoup de professionnels du droit estiment que la loi El Khomri, c'est un retour au 19e siècle. Propos extrêmes ou propos justes, je pense quand même qu'il y a une grande part de vérité. Parce que disons que le Code du travail assurait une protection sociale minimale, maintenant que la hiérarchie des normes est renversée par la loi El Khomri, on n'a plus cette protection, puisqu'un accord d'entreprise prévaut sur le Code du travail, et ce qui fait que le Code du travail n'est plus une référence. Un accord d'entreprise, il faut savoir que ça se négocie entre les salariés et les employeurs, mais le débat n'est pas équilibré du tout. Il faut savoir que dans les PME, TPE, il y a quand même un grand déséquilibre. Ça se voit un peu moins, enfin un peu. Ça se voit moins dans les grandes firmes, puisque les syndicats sont représentés par des syndicalistes professionnels, mais il reste encore une part de désavantage. Et la loi El Khomri, elle vient renforcer, sous prétexte de négociation, elle vient renforcer ce gros déséquilibre. Pour un gouvernement de gauche, c'est grave, c'est très très grave. Ensuite, on a vu plusieurs fois le gouvernement outrepasser l'avis de l'Assemblée et verrouiller le débat politique. C'est le cas pour la loi Sapin, c'est le cas pour la loi Macron, c'est le cas pour la loi El Khomri. Le 49.3, souvenez-vous-en, ça a été une rafle démocratique. Alors autant sur les premières utilisations, je me suis dit, le 49.3 n'est pas si antidémocratique que ça, puisque une loi passée de force par le 49.3 peut être censurée si une motion de censure est votée par le Parlement. En soi, on se dit oui, bah les députés sont censés représenter la volonté du peuple. S'ils s'y opposent, c'est que le peuple aura finalement raison. Est-ce que c'est vraiment si démocratique que ça, j'ai envie de dire, en y réfléchissant bien, mon point de vue a plutôt tourné, puisque avec le quinquennat, maintenant que je veux dire le quinquennat s'aligne sur la durée du mandat des parlementaires, la majorité est toujours en faveur du président. C'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Et ça fait que justement les députés tiennent à leur poste. Et ils n'ont pas envie de se faire virer de leur parti. Étant donné que le président actuel du Parti Socialiste a la majorité à l'Assemblée, la majorité des députés soutiennent le Parti Socialiste. Et donc les députés tiennent à leur place, puisque pour l'instant François Hollande reste le chef du PS. Donc oui, le 49.3 est antidémocratique, est totalement antidémocratique. Et Manuel Valls a fait preuve de beaucoup d'autoritarisme en utilisant le 49.3. Ce qui fait beaucoup de salariés, de syndicalistes, de citoyens qui se sont opposés à la loi El Khomri, à la loi Macron, à la loi Rebsamen aussi. Ils se sont vus confisquer l'audience qui était censée leur être donnée. Puisque quand même, je tiens à le souligner, le président est légitimé par l'élection au suffrage universel direct, donc par le peuple. Outrepasser la volonté du peuple, la voix du peuple, c'est quand même un peu trahir le peuple.
Et donc là-dessus, Manuel Valls et François Hollande ont fait preuve quasiment d'une forme d'autoritarisme, une forme d'abus de pouvoir constitutionnel. Et c'est bien ça le problème, c'est que le 49.3 est inscrit dans la Constitution. Leur usage est totalement légal. Et qu'un gouvernement dit de gauche, donc censé quand même être, je vais dire, en faveur plus du peuple ou des classes, je vais dire des classes moyennes, utiliser un recours totalement arbitraire et qui prive l'Assemblée du débat politique, deux, qui oblige, je veux dire, qui contraint le peuple à se soumettre, à subir une loi dont il ne veut pas, de la part d'un gouvernement de gauche, c'est quand même assez catastrophique. À tel point que beaucoup s'accordent à dire que c'est plus un gouvernement de gauche. Et c'est vrai que la loi El Khomri, elle sert beaucoup le MEDEF, elle sert beaucoup les patrons. De la part d'un gouvernement de gauche, c'est quand même assez intolérable. C'est un point très regrettable du quinquennat d'Hollande. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça que en tout cas c'est pour ça. C'est une des raisons surtout que François Hollande soit aussi mal perçu par les Français. Deuxième point, le chômage. Même si dans son allocution télévisée, le président a vanté une baisse du chômage, la baisse du chômage est très récente et comparée au début de son quinquennat, elle a monté. On a observé une certaine forme de baisse, mais suite à une augmentation monstrueuse du chômage. Aujourd'hui, c'est près de 6 millions de Français qui sont au chômage et qui n'ont pas d'emploi. C'est quand même assez catastrophique de voir que autant de personnes soient en situation aussi précaire. Et la question du chômage, elle est couplée au nombre d'emplois précaires. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont en CDD, beaucoup de Français ont un CDI très précaire, c'est-à-dire un CDI, certes, qui leur assure un emploi, je vais dire, à long terme, mais qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et là, j'ai envie de dire, tous les restaurateurs McDo vont s'y reconnaître. Il y en a pas mal qui font des CDI, bien qu'il y ait aussi beaucoup de CDD. Mais tous ceux qui sont en CDI, ils ont une fiche de paye qui est pas fabuleuse. Alors, en général, les employés McDo sont des étudiants, ça fait partie de leur premier emploi. Est-ce logique qu'ils ne touchent pas des salaires fabuleux? D'accord, mais il y a quand même une limite. Parce que si un étudiant veut se trouver un travail, c'est d'abord pour payer ses études et pouvoir aujourd'hui avoir une autonomie. Parce qu'aujourd'hui, si on ne peut pas étudier si on n'a pas d'autonomie. Les emplois précaires, elles ne permettent pas d'assurer cette autonomie, ou un minimum. Elles ne permettent pas d'assurer un minimum d'autonomie. Et c'est un point regrettable. Donc voilà pourquoi je dis le quinquennat de Hollande est assez mitigé. Il y a du positif, mais il y a beaucoup de négatifs aussi. Il y a beaucoup de négatifs. Et donc, moi j'aimerais que vous me fassiez part dans les commentaires de cette vidéo votre point de vue sur le quinquennat de Hollande. Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je monopolise pas mal la parole, donc j'aimerais un peu donner la parole à vous, citoyens, sur le quinquennat de Hollande, sur ces 5 dernières années de gouvernement. Est-ce que vous pensez que François Hollande a mené une politique de gauche? Est-ce que vous pensez qu'on a eu une avancée sociale avec François Hollande? Le débat est libre. Alors je rappelle quelques quand même règles que j'espère observer dans ce débat. On respecte l'avis des opposants politiques. On va respecter l'avis de l'autre en général plutôt. On écrit dans un langage correct et
on n'insulte pas dans les commentaires. C'est les bases d'un débat. Ça. Et oui, on n'est pas sur France Télévisions. Donc voilà, likez la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner au débat du web. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un débat peut se construire. Et je tiens à annoncer que, bon, pour l'instant, vous voyez à l'écran, vous voyez au son, c'est pas terrible, mais parce que déjà, un, je suis tout seul à faire la vidéo, deux, que j'ai pas des grands moyens, mais l'équipe va s'élargir parce que j'ai un projet, c'est faire en sorte que cette émission puisse se développer en qualité. Et donc j'ai deux amis qui ont accepté de rejoindre le collectif et j'espère qu'on pourra faire prospérer cette chaîne et créer un vrai débat du web. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. Au revoir.